Voilà, donc l'idée, c'était de reconnaître les établissements qui mettaient en place cette philosophie-là, qui se mettaient en route vers un label. Pour cela, ils doivent s'auto-évaluer et renvoyer leurs résultats sur une plateforme Encodea qui a été créée en 2018. L'idée aussi pour se faire connaître, c'est de faire des journées portes ouvertes. Bon, on en reparlera du label tout à l'heure. Voilà, en 2021, ce retour d'expérience qui fait l'objet de notre conférence ce matin. Ce label Humanitude, c'est un guide, c'est de nombreux repères. Vous voyez ici une image de la plateforme Encodea sur lesquels on indique plus de 300 indicateurs. Il repose sur 5 principes. 0 soin de force sans abandon de soins, hein, donc avec des reports de soins. Et 83% des comportements d'agitation apaisés. Le deuxième principe, le respect de la singularité et de l'intimité, avec le respect du domicile et des techniques hein, pour avoir cette capacité-là, mais le respect du sommeil, des goûts, de l'histoire de vie des personnes et des habitudes. Troisième principe, vivre et mourir debout, avec le concept qu'il est nécessaire de verticaliser 20 minutes par jour les personnes, par tranche de 24 heures, pour éviter toute grabbatisation et troubles musculo-squelettiques associés. Le quatrième principe, l'ouverture vers l'extérieur. Un prendre soin transparent et des liens avec les proches, les bénévoles, l'association aussi de la famille et considérer sa place au niveau de l'accompagnement et ainsi que de faire rentrer toutes les ressources du territoire. Et le dernier principe, lieu de vie, lieu d'envie, sur des établissements qui ont une culture très, très hospitalière, comment transformer ces établissements vers des établissements où la créativité a toute sa place et où les personnes ont un réel goût pour leur vie et se sentent acteurs de leurs décisions. Très bien. Est-ce que tu veux présenter juste comment fonctionne l'association? Excusez-moi, juste une question, si vous permettez, Stéphane Lewandowski pour Terra Agora. Qui décerne ce label? Vous avez un organisme certificateur? Alors, le label, il y a des... donc, pour reprendre, mais il y a une diapo après qui peut-être peut aussi vous éclairer. Il faut, pendant 3 ans minimum, mais ça dépend des résultats qu'on arrive à obtenir. Hein. Non, c'était juste avant, je crois. Celle-là? Voilà, c'est ça. D'accord. La démarche vers le label, la première année, on commence à faire sa première auto-évaluation. Donc, sur cette plateforme, on renvoie des indicateurs hein, qui balayent l'ensemble de l'accompagnement qu'on peut proposer. Et chaque année, pendant 3 ans, on estime peut-être à 3 ans, mais ça dépend de l'envie de chacun et des résultats obtenus. Une fois ces auto-évaluations envoyées et les progrès réalisés, il est possible de demander, donc là, à ce moment-là, on est en route vers le label, il est possible de demander à recevoir des visiteurs experts qui vont venir sur 2 jours pour évaluer si ces indicateurs correspondent bien à la réalité qu'ils peuvent observer sur le terrain. Et en fonction des résultats, le label sera remis. Une commission existe au sein d'Assumvi. Donc là, tu peux revenir en arrière si tu veux, Annie. Oui, bien sûr. Une commission qui va, en fonction du rapport des visiteurs, établir si oui ou non l'établissement peut prétendre à l'affichage de ce label. Et une fois ces résultats, enfin cette réflexion, le label sera décerné à l'établissement par l'association. L'association, donc, elle est composée d'un bureau, donc avec cette commission de labellisation dont je viens de parler. Et puis, il y a un conseil d'administration où là, on retrouve les membres du bureau, les chargés de mission, enfin différentes personnalités, et également l'Assemblée générale qui, là, regroupe l'ensemble des établissements utilisateurs de la philosophie. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est parfait, merci. En fait, ma question derrière, c'était savoir s'il y avait un organisme extérieur du type Bureau Veritas et autres. Non, en fait, le label est décerné en interne par l'association. Ok, merci.
Je passe la parole à Rosette pour nous parler un peu de cette philosophie qu'on utilise. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de l'humanitude. Alors, l'humanitude s'intéresse aux liens qui permettent aux humains de se rencontrer, quel que soit leur état, quel que soit leur statut. Et le maintien de ces liens, il s'appuie sur 3 piliers relationnels qui sont le regard, la parole et le toucher, et un pilier identitaire qui est la verticalité. Ces 4 piliers constituant les bases incontournables et vitales des relations humaines positives tout au long de notre vie. Alors, tout le monde admet un principe éthique fondamental selon lequel aider ou prendre soin d'un être humain ne doit jamais aller à l'encontre des valeurs humaines qui nous permettent de nous reconnaître les uns et les autres comme appartenant à la même espèce et à la même société. Et pourtant, le constat est là. La maladie, la grande dépendance, le fait de croire ou penser que la personne que nous accompagnons ne nous comprend plus peut nous faire oublier à l'encontre de notre conscience ce principe fondamental. Le lien entre le soignant et le soigné, l'aidant et l'aidé, peut alors être rompu et peut être à la naissance de conflits, de difficultés dans le prendre soin qui va jusqu'à la rupture de nos valeurs, de notre mission de soignant ou d'aidant. Donc, la méthodologie de soins Gineste Marescotti, du nom des 2 concepteurs, Yves Gineste qui est là et moi-même Rosette Marescotti, est appelée Humanitude. Cette méthodologie est composée de 2 volets. Une philosophie, la philosophie de soins de l'humanitude, et d'une boîte à outils de plus de 150 techniques. Toutes les techniques utilisées s'appuient sur la réflexion de la philosophie de soins. Philosophie et outils sont au service d'une vision de bientraitance pour toute personne en situation de vulnérabilité. Et bien sûr, cela s'applique en mettant en place les 5 principes de l'humanitude qui ont été présentés à l'instant par Élise Gambier. Tu changes de diapo, s'il te plaît, pour parler des 4 piliers. La rencontre entre le soignant et le soigné, l'aidant et l'aidé, implique une relation, une interaction, et vous l'avez bien compris, cette rencontre, elle n'est pas facilitée du fait de la maladie. Or, cette rencontre, elle doit laisser une empreinte positive, durable. Je vous donne un exemple de situation pour que vous compreniez bien où l'empreinte positive n'est pas possible. En effet, comment laisser une empreinte positive lorsque le soignant se met à hurler alors que vous lui baissez le pantalon pour l'aider à faire sa toilette? Vous, soignant, ne comprenez pas pourquoi il hurle, pourquoi il vous frappe. Pourtant, la réaction de la personne atteinte d'une maladie de type Alzheimer est normale, elle se défend. Elle a oublié qu'on l'aide et baisser un pantalon sans explication est vécu comme une agression. Sa réaction est juste défensive. N'ayant pas appris à agresser, le soignant a une réaction naturelle. C'est-à-dire que celle qu'on a dans la vie courante, si on se sent agressé, eh bien, on agresse également ou on ignore la personne. C'est-à-dire que nous ne la regardons pas, nous ne lui parlons pas et aucun geste amical ne sera alors présent. Il est donc indispensable de professionnaliser la relation. Apprendre comment on regarde, comment on parle et comment on touche une personne ayant des troubles cognitifs pour qu'elle se sente reconnue, humain parmi les humains. L'homme ne peut pas vivre sans interaction avec les autres. Le regard, la parole et le toucher doivent prendre une forme particulière pour atteindre émotionnellement et positivement l'autre. Et dans le prendre soin, vous l'avez compris, le cœur ne suffit pas. Pour utiliser correctement ces piliers, dans la rencontre entre le soignant et le soigné, l'aidant et l'aidé, eh bien, il faut professionnaliser la relation, comme je vous l'ai déjà dit. Nous avons donc étudié les caractéristiques très particulières du regard, de la parole et du toucher, et créé une technique que nous avons appelée avec Yves la capture sensorielle et qui permet d'établir une rencontre positive. Regard, parole et toucher seront construits avec des qualités affectives qui invitent à la rencontre, qui touchent émotionnellement la personne dans ce qui est indispensable à l'humain, la tendresse. Le 4e pilier est identitaire. L'homme est animal à vivre debout. Nous pensons que la grabbatisation, la perte de la marche
est souvent iatrogène et nous affirmons que la majorité des personnes vivant en EHPAD peuvent et doivent vivre debout jusqu'au bout de leur vie. Tu changes de diapo, Annie, s'il te plaît? Ça marche. Nous proposons la démarche Humanitude sur 3 étapes pour affirmer la pérennisation de nos enseignements. Tout d'abord, formation d'un groupe de pilotage Humanitude en amont des formations actions. Ce groupe va mener la conduite de changement. Ensuite, formation des équipes soignantes du secteur sanitaire ou médico-social à la formation méthodologie de soins Gineste Marescotti. Ces formations se déroulent en partie dans les services auprès des personnes dont le prendre soin est considéré comme très difficile, voire impossible. Nos techniques vont permettre d'apaiser le soin et permettre de créer et maintenir un lien entre le soignant et le soigné. Les lieux de vie, qui doivent être des lieux d'envie, s'articulent en formation davantage autour de la restauration et de la vie sociale. Le temps du repas est attendu. Il rythme les séquences de la journée. Les formations sur la gastronomie holistique proposées par la conceptrice Sabine Soubiel sont essentielles pour permettre à chacun d'avoir le repas qui lui convient. Les professionnels accompagneront alors le projet de restauration et apprendront des techniques innovantes pour le manger main. Les formations autour de la vie sociale sont proposées par le concepteur Philippe Cron. La dynamique sociale est un enjeu pluridisciplinaire. Les professionnels apprendront à créer et à mettre en place le projet d'accompagnement personnalisé et trouveront des outils dans les formations proposées pour apprendre à accompagner jour après jour l'accès à l'envie. Le troisième volet, il concerne le label Humanitude et son accompagnement qui est fait par les directeurs et formateurs du réseau Humanitude. Comme ça vous a été dit tout de suite, le label est créé et délivré par l'association Assum'Vie et ça vient de vous être présenté par notre présidente de l'association, Élise Gambier. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je laisse la place au retour d'expérience. Voilà, c'est ça. Merci Rosette. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on va vous présenter, c'est surtout l'équipe des consultants de Medialis, c'est Ouda Ouarig, Valérie Michel et Thomas Boucher qui vont vous présenter en alternance avec les équipes qui ont été étudiées, avec leur éclairage, les résultats de l'étude. Je vous laisse la main et vous me dites quand je passe les diapos, pas de souci. Merci beaucoup Annie, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc je suis Ouda Ouarir, je suis chef de projet autonomie au pôle évaluation de Medialis, mandatée pour la réalisation de cette étude qui s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet tirer les enseignements de la crise de la Covid-19 pour améliorer l'accompagnement des personnes lancé par la CNSA en mai 2020. Donc, la crise sanitaire du coronavirus a entraîné une réorganisation dans les établissements labellisés Humanitude. Chaque mesure gouvernementale a été réfléchie et évaluée plusieurs fois par jour pour la conformer et l'adapter aux valeurs, piliers et principes de l'Humanitude qui vous ont été présentés. Donc, les objectifs de cette étude étaient de partager les expériences positives mises en place par ces établissements-là, identifier les pistes d'amélioration pour continuer à améliorer la qualité de vie des habitants et des professionnels de terrain, et ensuite tirer des enseignements pour capitaliser sur les initiatives mises en place et après les essaimer à l'ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, un comité de pilotage dédié à ce projet a été mis en place et constitué donc de 3 membres d'Assum'Vie, Madame Annie de Vivi, et 2 chargées de mission, Madame Gardella et Madame Borobecker, donc les directrices des 2 établissements ici présentes. Pour la CNSA, une chargée de mission, donc Madame Clarinck, et du côté de Medialis, Madame Michel, Monsieur Thomas Boucher et moi-même. Donc, le budget nécessaire à la réalisation de cette étude était d'à peu près 84 000 € avec un soutien de la CNSA de l'ordre de 80%, soit à peu près 67 000 €.
Donc, la méthodologie déployée pour la réalisation de cette étude est une méthodologie qualitative qui s'est réalisée sur une période de 6 mois, donc de novembre 2020 à avril 2021. Le recueil des données s'est fait principalement par entretien individuel auprès de tous les acteurs de l'événement, comme le montre le tableau qui est affiché, donc auprès des directeurs, différents profils de professionnels de terrain, habitants et familles. Et ce recueil des données s'est également complété par une observation sur le terrain et un focus group qui a rassemblé les acteurs des 2 établissements pour un croisement des regards. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous arrivons à la partie résultats de l'étude et le premier consiste à vous présenter la plus-value de la démarche Humanitude et du label dans la gestion de la crise sanitaire. Et je vais tout d'abord vous parler de la culture des établissements labellisés, puisque la philosophie de l'Humanitude va inviter les équipes à questionner, à analyser constamment leurs pratiques et à chercher le bon niveau de soins en mettant les habitants au cœur de leurs préoccupations. Et donc, arriver à avoir cette réflexion est vraiment le fruit d'un long cheminement de transformation d'une culture qui, à la base, était centrée sur le soin et qui, par la suite, devient une approche centrée sur une relation d'adulte à adulte. Donc, qui va être mise en œuvre et maintenue par des techniques enseignées par l'Humanitude. Et donc, de ce fait, pendant la crise sanitaire, toutes les mesures gouvernementales ont été évaluées, discutées de manière collégiale, plusieurs fois par jour pour les conformer et les adapter aux principes et valeurs de l'Humanitude, et donc par conséquent ne pas nuire aux habitants. Et les équipes des 2 établissements vont vous présenter par la suite des exemples concrets de ces adaptations. Pour la deuxième plus-value qui a été rapportée lors des entretiens, est la vision partagée de la démarche. Donc, on peut passer à la diapo suivante, qui est un point essentiel dans son appropriation et pérennisation, puisqu'elle a été un moteur de motivation, solidarité et bonne cohésion d'équipe pendant la crise. Donc, tout le monde partageait les mêmes valeurs, ce qui a permis d'être très solidaire et rapidement opérationnel sur le terrain. Et enfin, je citerai aussi les techniques de prendre en soin enseignées par l'Humanitude qui ont beaucoup aidé à traverser cette crise. Et je donnerai par exemple l'exemple des techniques relatives à la gestion des comportements d'agitation pathologique, donc une approche innovante, non médicamenteuse, qui a été un atout au regard du contexte propice à l'augmentation des troubles du comportement. Et donc, je laisserai la parole à Annie qui vous parlera de la lettre ouverte adressée à Olivier Véran. En fait, les adhérents de l'association ont très vite remonté les difficultés à accueillir les recommandations qui arrivaient concernant notamment les demandes de confinement. Et l'ensemble de l'association s'est mobilisé pour écrire à la fois à Olivier Véran, mais aussi à l'ensemble des décideurs, notamment le Conseil national consultatif d'éthique, pour les alerter et leur demander de faire confiance aux professionnels qui mettent en œuvre ce genre de démarche pour faire en sorte que leur stratégie adaptative soit acceptée. Et il se trouve que quelques jours après, ou quasiment de manière concomitante à cette lettre, le Conseil national consultatif d'éthique a rendu un avis en ce sens. Qui va dans ce sens. Donc, c'est très bon signe. Alors, premier principe, à l'épreuve du confinement. Donc, je vais vous présenter chaque principe de l'Humanitude et les adaptations mises en place pendant la crise pour continuer à le respecter. On commence effectivement par le premier principe qui est l'ouverture vers l'extérieur. Donc, les labellisés sont invités à s'ouvrir davantage vers l'extérieur et à interagir avec leur environnement pour donner un rôle social et citoyen aux habitants et changer le regard de la société envers ces établissements-là. Donc, les équipes labellisées, sensibilisées à son importance et utilité, ont déployé plusieurs initiatives afin de continuer à respecter ce principe malgré les impératifs sanitaires. Et donc, parmi ces initiatives, je cite par exemple la mise en place de stratégies adaptatives sur la base de la balance bénéfice-risque. On a par exemple le FAM de Rambourg qui a mis en place pendant la crise un comité consultatif de personnes composé notamment de représentants des habitants et de leurs familles pour débattre toute décision qui a trait aux libertés des habitants et parvenir à un consensus construit autour d'un rapport bénéfice-risque. La mise en place aussi des plans de compensation aux mesures de confinement, donc par exemple le maintien du lien social via les outils numériques, donc la publication sur les réseaux sociaux d'informations, de photos et vidéos sur le quotidien des habitants, pour rassurer les familles et aussi des reportages avec les médias. Et tout cela donc dans l'objectif de semer espoir et optimisme dans un contexte de crise où l'image donc des établissements a été victime de nombreux messages anxiogènes. Et enfin, donc l'interaction avec les territoires pour les appels aux dons et aussi avec le réseau Humanitude pour de l'entraide entre les professionnels. Et là, je vais laisser la parole à l'équipe de Rimbourg pour illustrer ces résultats.
Bonjour à tous. Comme vient de l'expliquer Ouda, en fait, comme tout établissement suite à l'arrivée du Covid, on a été un peu, à un premier temps, un peu surpris et du coup, on a dû mettre en place un groupe de réflexion avec les professionnels. Et de là, donc, nous avons mis en place, comme l'a dit Ouda, donc, la création d'un comité des personnes. Celui-ci a permis, en fait, pour toute réglementation mise en place, le port de masque, la distanciation sociale, une réflexion avec les personnes, donc qu'elles soient habitants, familles, professionnels. Et du coup, pour y expliquer quels sont les contours pour ne pas limiter les libertés des personnes, le droit d'aller et venir en particulier, ce qui permet non seulement d'informer les habitants, les familles des injonctions des fois paradoxales qui nous tombent et d'échanger pour répondre aux différents principes de la démarche humanitude. On a ainsi échangé sur le port des masques, quand faut-il porter des masques, sur les visites, du coup limiter les visites, mais jusqu'où et pour qui. D'où un travail de façon vraiment personnalisée quand on avait des personnes qui avaient des comportements d'agitation pathologique. On a dû faire un travail avec un résident en particulier qui le fait de ne plus voir sa mère à développer des comportements d'agitation pathologique. Du coup, vraiment travailler sur un travail vraiment, un accompagnement vraiment personnalisé. Ce travail vraiment a été mis en place en lien avec la démarche Humanitude et le fait que cette démarche a été connue par tous les professionnels. Et c'est pour ça qu'on a eu l'avantage d'être un établissement labellisé, de travailler tous dans le même sens et du coup de pouvoir mettre en place ce groupe de réflexion. Une fois, quand il y avait ce groupe de réflexion, il y avait des propositions qui étaient émises, donc par rapport au groupe de travail composé, comme je vous le disais, de personnes, d'habitants et de familles, et avec l'équipe pluridisciplinaire, ont décidé de ce qui était mis en place. Voilà par rapport à la création de ce comité, et on a pour objectif de pouvoir le continuer pour toutes les autres questions hors Covid. Donc voilà par rapport à ce comité des personnes. Sur les stratégies adaptatives. Oui, c'est comment s'adapter à la loi, en fait, tout le temps, comment on va composer avec ça, et chacun puisse s'exprimer de manière à parfois aussi aller chercher dans des formes presque de transgression, mais à tel moment je mets le masque, et puis pourquoi un tel ne le porte pas et ne le portera pas? Comment on a dû entrer en résistance aussi pour défendre, comme le disait Rosette, l'humanité en chacun, et pour certains, porter un masque, c'est empêcher la capture sensorielle et la relation, c'est ne pas pouvoir comprendre pourquoi est posé ce masque, et c'est étouffer derrière, et donc on a pour certains fait des exceptions qui confirment la règle et la loi. Et ça a été aussi discuté, par exemple. Et donc, effectivement, on s'adapte et chacun vient s'adapter, mais pas au point de se soumettre dans la souffrance. Voilà. Donc, c'était ça aussi l'idée de la crise, c'est permettre aussi aux habitants de tolérer certains écarts par rapport à cette loi. On l'a vu aussi dans la rue, hein, les gens se pointaient du doigt quand il n'y avait pas un masque ou quand il y avait un masque sous le menton ou autre. Dans le foyer, ici, c'était pareil, hein, entre les habitants, des petites tensions parfois qui ont pu aussi se penser durant ces comités-là consultatifs et puis des petits votes, des propositions. Et donc, c'était très dynamique et ça a sorti de la sidération.
Et ça explique aussi les plans de compensation qu'on a pu mettre en place en lien avec ces réflexions permanentes avec les habitants et les familles. Nous avons utilisé aussi, mais nous ne sommes pas les seuls établissements, et heureusement, avoir utilisé tout ce qui était outils virtuels pour mettre en relation avec les familles qui étaient qui ne pouvaient pas venir. Mais notre différence, c'est que vraiment, on a travaillé sur la personnalisation de l'accompagnement de manière à adapter pour chaque personne, et en particulier les plus vulnérables, un échange avec la personne, les familles au loin, parce que bon, c'est des outils qui ne sont pas forcément connus par les habitants. Donc, on a travaillé ça de façon vraiment personnalisée. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on passe au deuxième principe, qui est lieu de vie, lieu d'envie. La vie sociale dans l'humanitude est donc une composante essentielle au maintien et au développement du projet d'accompagnement personnalisé de chaque habitant. Donc, dans une philosophie où il ne s'agit pas de répondre uniquement aux besoins physiologiques des habitants, mais aussi de se soucier constamment de leur bien-être, les équipes labellisées ont appuyé une dynamique sociale positive en tant que stratégie de compensation pour pallier les mesures de restriction rendues nécessaires et prévenir leurs conséquences. Donc, cette ambiance sociale positive a pris la forme d'animation solidaire, donc d'ambiance musicale présente tout au long de la journée, et d'actes gratuits qui sont des rencontres informelles entre les professionnels et les habitants sans objectif de soins. Donc, juste la rencontre quelques minutes, comme l'exemple d'une soignante, ancienne coiffeuse, qui a offert ses services aux habitants. Et donc, tout cela a été favorisé dans des lieux de retrait non investis auparavant, comme par exemple les couloirs, recoins et jardins, qui sont devenus par la suite des lieux d'attrait. Et je vous laisse donc maintenant avec l'équipe d'Ilzac pour illustrer ces résultats. Voilà, donc bonjour à tous. Moi, je suis ASG, c'est Valérie. Bonjour à tous, c'est Doris, animatrice. Donc, on va vous présenter lieu de vie, lieu d'envie. Donc, le plus grand fardeau, c'est d'exister sans vivre. Cette citation de Victor Hugo prend tout son sens à l'EHPAD de Sequoia. Grâce à l'un des piliers majeurs de l'humanitude, lieu de vie, lieu d'envie. Cet état d'esprit de prise en soin qui consiste à placer l'habitant au centre de ses besoins, tant médicaux que psychologiques et physiques, ainsi que la façon dont il souhaite vivre, sont tant d'éléments importants qui apportent un bénéfice aussi bien pour les habitants que pour le personnel soignant. Car cela incite ce dernier à se surpasser sans cesse afin de créer un environnement de vie axé principalement sur le loisir, le repos et le bien-être, ainsi que le lieu de vie puisse être le lieu de toutes les envies. Le but étant de chasser l'ennui. Cette philosophie a pris tout son sens lors du premier confinement. Et un nouvel état d'esprit alors est né. L'isolement incompris par les habitants et encouragé les équipes du Sequoia à se mobiliser pour éviter toute forme de glissement. Le personnel s'est ainsi réinventé pour permettre et mettre en œuvre ses connaissances acquises durant les formations humanitudes et a mis en place des ateliers qui répondaient aux envies des habitants. La danse, la peinture sont des activités appréciées, mais l'activité qui a particulièrement séduit les habitants et leurs familles par son originalité, aussi grâce à son vif succès sur les réseaux sociaux, était la mise en scène cinématographique. Alors, cette dernière a été un échappatoire vers le monde du spectacle et son succès était tel que nous avons constaté que des habitants et même ceux qui étaient réfractaires à toute activité sont aujourd'hui les plus demandeurs et les plus investis au grand bonheur de leurs proches qui nous suivaient sur les réseaux sociaux et dans la presse. À cette occasion, donc, les projets personnalisés, ils se sont étoffés, ils se sont enrichis et c'était vraiment une victoire pour nous, tous les soignants, mais aussi pour le concept Humanitude. Alors, nous avons tous appris durant cette période, mais vraiment le plus important à retenir, c'est qu'un lieu de vie doit avant tout répondre à toutes les envies.
Voilà. Merci beaucoup. Merci, Bessie. Merci. De rien, merci de nous avoir appris. Merci beaucoup. Et donc, on passe au troisième principe qui est le vivre et mourir debout. Donc, la verticalité dans l'humanitude est un élément clé pour soutenir la santé physique et psychologique des habitants. Donc, pour Yves Chinès et Rosette Marescotti, 20 minutes de verticalisation par jour permettent de stimuler les capacités motrices des habitants et de retarder la perte d'autonomie et la grabatisation. Donc, les équipes labellisées, sensibilisées à ces bienfaits et soucieuses de répondre quotidiennement à ce principe, n'ont pas hésité à mettre la verticalité au cœur de toutes les bonnes initiatives entreprises pour pallier aux mesures de confinement appliquées aux établissements sociaux et médico-sociaux et aussi l'absence d'intervention des kinésithérapeutes. Donc, que ce soit les directeurs, le personnel administratif, les professionnels de terrain, tout le monde s'est mobilisé, tout le monde a ménagé du temps pour verticaliser les habitants chaque jour. Et là encore, je laisse la parole à l'équipe d'Ilzac. Bonjour à tous, Hélène Ternavac, je suis la directrice de l'EHPAD le Séquoia Ilzac. Donc en effet, le pilier, la verticalité, c'est un pilier essentiel, pour ne pas dire vital. Nous partons en effet du principe que la verticalité, c'est simple, c'est la vie. Nous mettons tout en œuvre pour que chaque résident ou habitant, quelle que soit sa posture habituelle, que ce soit debout, assis, voire alité, puisse tenir debout, en position verticale au moins 20 minutes par jour. Alors, chaque agent, quel que soit son service, est formé à ce principe au sein de l'établissement, que ce soit les soignants au moment de la toilette ou de l'accompagnement au repas, de même que les agents de restauration, bio-nettoyage, animation, tout le monde est formé au sein de l'établissement. Alors, cette verticalité est essentielle afin de préserver l'autonomie le plus longtemps possible de l'habitant et de prévenir le phénomène de grabatisation, tout en évitant également des manutentions inutiles pour les agents, à l'origine bien souvent des troubles musculo-squelettiques. Mais aussi et surtout, le concept de verticalité permet de préserver la dignité de l'habitant, et ce jusqu'au bout de sa vie. Il n'y a donc jamais, et je dis bien jamais, de fatalité à constater qu'un habitant est en fauteuil dans les établissements labellisés Humanitude. À l'EHPAD le Séquoia, tout est d'ailleurs organisé en ce sens. Le personnel soignant est invité à évaluer les capacités des résidents dépendants pour déterminer le type d'aide dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à maintenir le plus longtemps possible leur toilette debout. Et si les temps de verticalité sont en effet recherchés dès le moment de la toilette le matin ou lors de l'accompagnement au petit déjeuner, ils sont également sollicités par l'ensemble des agents, quel que soit le service, toute la journée, et notamment au moment des animations. Et donc, chaque activité se transforme en quelque sorte en outil de la verticalité. C'était d'ailleurs l'objectif recherché, notamment pendant la crise et les confinements, des vidéos qui ont été tournées et postées sur la page Facebook, qu'ont évoqué Doris et Valérie. Au-delà de l'aspect ludique qu'elles véhiculaient, il y avait toute une dimension thérapeutique de par les exercices de motricité que induisaient ces tournages vidéo, les mises en scène qui ont été réalisées avec les parcours d'obstacles ou encore les chorégraphies qui étaient répétées plusieurs jours à l'avance à l'occasion du tournage. Donc la verticalité est vraiment ancrée dans notre culture du prendre soin. Quand la crise a frappé l'établissement et toute la France, nous n'avons pas perdu de temps, et ça c'est un gros avantage et une grosse plus-value pour l'établissement. On n'a pas perdu de temps à convaincre les équipes de l'importance de faire perdurer au quotidien l'aide à la verticalité et les aides à la marche au quotidien. Donc ce pilier fait partie intégrante de la culture d'établissement, des établissements labellisés et en particulier en tout cas du Séquoia. Et pour conclure, j'insiste bien sur mon introduction, la verticalité, c'est vraiment la vie. Merci. Merci beaucoup aux EHPAD du Séquoia. Franchement, j'invite tout le monde à aller sur la page Facebook du Séquoia et de retrouver notamment ce clip vidéo des bronzés font du ski au Séquoia. Alors, donc on passe au quatrième principe qui est le zéro soin de force sans abandon de soins. Donc un soin selon ce principe ne se fait jamais dans la force. Il est essentiel d'obtenir l'acceptation des habitants avec un report de soins non consentis qui va être tracé.
Aussi, les équipes labellisées, dans le cadre de ce principe, sont formées aux techniques d'entrée en relation avec les habitants fondées sur 3 piliers relationnels qui sont le regard, la parole et le toucher, indispensables au maintien d'une approche relationnelle qualitative. Et donc, cette importance accordée à la relation de confiance soignant-soigné et à leur coopération pendant le soin est une démarche de bientraitance ancrée dans les pratiques et qui a été préservée en période de crise sanitaire. Donc, en adaptant ces techniques au contexte. Et donc, là, on voit une vidéo publiée par Rosette Marescotti pendant le premier confinement pour aider les équipes à renforcer ces piliers-là, malgré le port de masques, de gants et de blouses. De plus, les équipes ont mis en place des stratégies de diversion personnalisées et une communication via des outils faciles à lire et à comprendre, réalisés en interne. Et j'ajouterai également que les stratégies adaptatives ou les stratégies de diversion mises en place ont été en lien avec le plan d'accompagnement personnalisé qui est établi et révisé autant de fois que nécessaire. Et de ce fait, donc, les professionnels connaissent bien les particularités de chaque habitant, ses habitudes de vie, ses besoins et attentes, ce qui permet de manière générale, que ce soit en temps normal ou en temps de crise, de se diriger vers un accompagnement le plus personnalisé possible. Et donc là, je vais laisser la parole à l'équipe de Rimbaudcourt. Oui, alors effectivement, on était bien ancré dans une culture de la relation à privilégier dans le confort et la tendresse. La crise sanitaire arrivant, les habitudes ont dû changer sur cette capture sensorielle. Effectivement, mais avec ce masque privé d'une partie du visage, on doit respecter des distanciations sociales. Des gestes barrières à la propagation du virus ont pu être aussi vécus comme des gestes barrières à la relation dans un premier temps. Et ça s'est vite dit et pensé comme inacceptable. On ne pouvait pas mettre de barrière à la relation. Et donc, je pense qu'on a eu une période, on a été déstabilisé dans nos habitudes en humanitude à cause de ces restrictions et de ces distanciations sociales. Et il a fallu effectivement s'adapter aussi dans l'analyse des caps, à prendre ça en compte comme un facteur déclenchant en fait. De troubles dans la relation et de comportements d'opposition aux soins parfois ou à la relation de soins. On a mis quelques jours, quelques semaines. L'avantage d'avoir été formé et d'être labellisé, c'est que je pense qu'on a été vite pour repenser, on a été quand même très vite pour repenser à remettre en route le plus vite possible de la tendresse sans le toucher au départ qui manquait. Il y a eu pour chacun, effectivement, c'est pareil, ça c'était très individuel, comme disait Fatima, très personnalisé. Pour chacun, ça a pu se dire et se penser. Même pour les personnes au profil social de consommateurs, on a essayé, toujours en visant le confort, de mettre des mots sur ce masque, sur ces distances, sur le fait de se laver les mains avant et après, de se toucher, etc. Il y a eu en tout cas dans un premier temps, pas forcément d'opposition aux soins et de report de soins, parce qu'on a vraiment une phase de sidération, quoi. Je pense aussi bien du côté des soignants que des soignés. Mais effectivement, très très vite, on a pu revenir, notamment au toucher tendresse. Je pense que pendant quelques jours, les soignants n'osaient plus poser leurs mains pour des gestes tendres, mais c'était seulement pour des actes utiles. Et on a dû voir ça apparaître avec beaucoup de difficultés. Mais c'est ça qu'on a rectifié au plus vite. Du coup, revenir à une capture sensorielle, à une relation qui est structurante et rassurante, on a utilisé aussi ce qu'on connaissait des personnes, encore une fois. Toutes les connaissances des personnes ont permis d'établir des stratégies de diversion. Dès qu'il y avait de l'angoisse qui était repérée, on a pu revenir aux fondamentaux, se raccrocher à la corde affective qui nous lie. Et avec des anecdotes, avec la connaissance de l'histoire de chaque personne, on a pu revenir dans la discussion à un fil qui ramène à quelque chose d'agréable, qui est rassurant, positif et qui emmène aussi vers l'envie, comme le disaient les collègues. Et effectivement, on sort du soin pour aller quand même quelque part, même si ce n'est pas dehors parce qu'on ne peut pas, c'est à l'intérieur, mais un peu ailleurs dans la rencontre avec les autres et remettre de la vie en fait au milieu d'une dynamique où on a vécu beaucoup de restrictions. On a réussi très vite à se remettre en route grâce à la connaissance qu'on a de nos résidents et de leurs familles aussi, qui ont contribué aussi à établir des stratégies de diversion, comme je disais, avec des tablettes aussi. On a dû remettre le lien, ressoutenir le lien avec toutes les inventions possibles et imaginables pour gérer au mieux les cas, justement,
le compagnonnage. Alors, je vois ici Fatima qui montre compagnonnage. Oui, c'était aussi s'accompagner entre professionnels pour faire face à ça, se transmettre nos connaissances, nos savoirs, nos aptitudes, faire des essais-erreurs pour voir si effectivement les habitudes d'un soignant avec un résident qui ramène au plaisir peuvent être transférées à un autre, communiquées à un autre. Donc il y a eu effectivement beaucoup d'échanges. Voilà, nous, on se retrouvait dans le jardin pour faire quand même des réunions dans un cours. On était dans le jardin, on pouvait à bonne distance quand même faire des réunions presque tous les jours et rapides. On a changé complètement la forme de nos protocoles, mais on a réussi à maintenir de la communication et de la transmission chaque jour. Et c'était ça l'essentiel en fait. On a voulu revenir à tout ce qu'on savait en humanitude le plus vite possible, parce qu'on a eu un gros coup d'arrêt d'un coup et il a fallu effectivement se remettre en route. Merci beaucoup. Le dernier principe, respect de la singularité et de l'intimité. Donc, l'organisation mise en place dans les établissements labellisés vise à s'adapter à la personne au lieu d'imposer son rythme aux habitants. Donc, je prends par exemple la règle du toc-toc qui invite à frapper aux portes et attendre systématiquement la réponse des habitants avant d'entrer, ou encore l'organisation des soins en fonction des habitudes de vie et sommeil des habitants. Donc, une démarche de bientraitance qui fait de l'habitant encore une fois un maître de chez soi et non un objet de la prise en charge, et qui permet aux personnes d'aider d'être reconnues dans leur intimité et leur citoyenneté. Elle écarte les seuils de tolérance pour éviter les troubles du comportement et les risques des soins difficiles. Donc, pendant le confinement, cette organisation a été maintenue malgré le contexte difficile. Cependant, on note quand même que ce principe a été affecté par les mesures relatives aux visites qui ont chamboulé l'organisation des établissements et atteint l'intimité des personnes pendant les visites de leurs proches. Mais là encore, les équipes ont su s'adapter à la situation pour répondre aux besoins de chacun. Je laisse la parole à l'équipe d'Ilzac. Bonjour, je m'appelle Akimé, donc c'est moi qui vais vous présenter le respect de la singularité. Donc, il faut savoir que quand une personne rentre dans un établissement labellisé, ce n'est pas un résident qui loue une chambre, mais un habitant qui loue un logement. Donc, nous respectons son domicile, nous frappons à sa porte, car il est chez lui, et nous attendons qu'il nous réponde. Nous respectons ses choix, son autonomie, son sommeil et son intimité. Ah, vous ne m'entendiez pas? Si, c'est bon. C'est bon. Pendant la pandémie, alors que nous n'avions pas de cas de Covid dans l'établissement, il a été difficile de respecter la demande de confiner les habitants dans leur logement, car nous les avons privés de leur liberté. Des visites des familles et des repas collectifs. Certains ont exprimé leur ressenti, ils ne comprenaient pas. Selon leurs mots, c'était la prison. La pandémie a fait beaucoup de dégâts psychologiques et physiques, avec chute à répétition, perte de la marche, syndrome de glissement. Nous avons aussi été touchés, c'était très dur à supporter. Malgré tout, nous avons redonné l'envie de vivre aux habitants. Alors comment, comme Doris vous l'a expliqué, avec on s'est toutes mobilisées pour continuer de respecter leur intimité, leur rythme, leurs envies, et en proposant des activités nouvelles diffusées sur les réseaux sociaux, comme faire un film culte, donc comme Doris vous l'avez dit, en proposant des repas et des activités sur le pas des portes de leur logement, et dans les couloirs, nous avons exploité nos espaces dans la maison et fait des activités par petits groupes en respectant les gestes barrières. En renforçant les actes gratuits, le passage dans les logements, nous avons augmenté les liens avec leurs proches, par téléphone, par visio. Et en fait, c'est un respect, une mobilisation qui continue sans fin. Et je vais terminer avec une phrase culte. En temps de guerre, on ne cherche pas l'ennemi, mais on cherche une solution. Et l'humanitude, c'est ça. On cherche tout le temps une solution parce qu'on travaille avec un être humain. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci à vous. Merci aussi à vous. Je peux ressentir ce qu'ils ont vécu parce que je suis confinée actuellement. C'est dur.
On va peut-être passer sur la question de l'emploi et de la marque employeur avec, le témoignage de Rimbaudcourt. Oui. Oui, du coup, on a beaucoup parlé, et c'est tout à fait normal, donc des habitants et aussi des professionnels indirectement. Là, je vous parle de la reconnaissance en fait de l'établissement labellisé pendant la crise, et je pense que vous l'avez vu dans le cadre de toutes les communications qu'il y a pu y avoir. On avait une usure des professionnels. Et moi, enfin, j'ai été très étonnée. J'ai dû recruter 2 professionnels. Donc, suite au départ d'une personne qui a eu son premier bébé, et du coup, ben voilà, elle s'est rendue compte que c'était compliqué de gérer le travail de nuit et puis sa fonction d'aide-soignante, et un départ en retraite. Et du coup, dans le cadre des recrutements, ce que j'ai pu remarquer, c'est que bon, forcément, on demande si la personne connaît Humanitude, si elle a eu une formation. Et parmi les candidates que j'ai eues, j'en ai 2 qui avaient fait un stage pendant la période Covid, et du coup qui avaient vraiment, malgré justement ce Covid, très apprécié la mise en place de notre organisation, de notre management, mais surtout la manière dont on accompagnait les personnes, et c'était vraiment ce qu'elles recherchaient dans leur métier, ça leur donnait du sens. Et en même temps, j'ai eu aussi parmi les candidatures une professionnelle qui venait d'un EHPAD et qui avait fait la formation Humanitude et qui avait entendu parler de nous par les réseaux sociaux. Et du coup, comme nous étions labellisés, elle voulait vraiment postuler pour travailler dans notre établissement. Ce qu'elles ont pu me faire remonter dans le cadre de ces entretiens, c'est vraiment ce côté approche relationnelle qu'elles recherchaient tant dans leur métier. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, malgré les difficultés aujourd'hui de tous les professionnels qui sont dans le soin, et en particulier les AVS, les aides-soignantes, j'avais pas mal de candidatures, et le fait que nous soyons dans la démarche, et surtout le fait que nous soyons labellisés, était une marque employeur. Et du coup, voilà, je voulais vraiment partager ça. Et encore dernièrement, forcément, j'ai recruté 2 de ces personnes. Et la dernière me disait, quand j'ai échangé avec elle, elle me dit, mes collègues que j'ai laissés en EHPAD, elle me demandait comment ça se passe. Là, tu travailles dans un établissement labellisé. Elle leur demandait des nouvelles de son travail ici. Et du coup, voilà, c'est encore des éléments qui me font penser que vraiment la démarche et surtout le label sont des marques employeurs, et qui peuvent donner un plus dans le cadre de recrutement sur toutes ces personnes qui sont en lien direct avec les personnes, et pour lequel aujourd'hui c'est difficile de trouver. Je pense que je ne suis pas la seule de recruter. En plus, on est en campagne, donc c'est encore plus difficile. Donc voilà, je voulais juste vous partager ça. Merci beaucoup, Fatima. Juste avant de passer la parole sur la question de l'étude qui a été menée par l'ARS Grand Est, eh bien, nous avons justement un député du Grand Est, M. Schellenberger, qui est présent lors de cette conférence et qui souhaite partager avec nous une réaction peut-être. Vous pouvez prendre la parole, monsieur. Peut-être réactiver votre caméra, votre micro. Schellenberger, Annie revient. C'est bon, on vous revoit. On vous laisse la parole. Voilà. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que merci de m'avoir invité à participer à cette conférence de presse. J'ai eu le plaisir de visiter l'EHPAD d'Ilzac il y a quelques semaines, de rencontrer les équipes, et je voulais juste ce matin témoigner
l'exactitude de tout ce qui a été présenté, parce que bon, moi j'ai fait cette visite notamment dans le cadre de l'après-Covid ou de la sortie progressive du Covid. Et je tiens juste à rappeler, quand vous dites que ça n'est pas dans le Grand Est, que l'EHPAD d'Ilzac était, dès le début de la crise du Covid, en mars dernier, au cœur de l'épicentre de l'épidémie en France. C'est à Mulhouse que ça a commencé. C'est dans le Haut-Rhin, on a eu énormément de cas de Covid, et notamment dans les EHPAD dès le mois de mars 2020. Ça a vraiment été une période très difficile, très stressante pour tout le monde. Et on a vu comment cette crise du Covid, tout en conservant le respect de la charte humanitude, et ben l'EHPAD d'Ilzac a parfaitement traversé la crise, puisque de cette première vague, ils n'en ont en interne connu aucune répercussion sanitaire, en tout cas. Après, sur le reste, bon, bah, la mise en place des règles barrières très strictes a quand même chamboulé les choses partout. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette visite, c'est les sourires que j'ai vus aussi bien chez les résidents, y compris dans des unités Alzheimer, qui, pour avoir vu d'autres EHPAD, en tant que conseiller départemental qui est chargé de ça, que ce soit dans les unités difficiles comme Alzheimer ou l'unité plus classique. Ce qui m'a surtout marqué aussi, c'est le sourire chez les soignants, qui n'était pas juste un sourire de politesse parce que le député venait leur rendre visite, mais on sentait finalement un bien-être au travail. Et c'est particulièrement marquant aussi parce que dans la capacité d'être humain, respectueux, engagé à l'écoute des habitants, et ben le bien-être des soignants, il est essentiel, et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. De belles animations, vous avez beaucoup parlé de ces vidéos qui ont défrayé la chronique et dont on était tous très fiers de voir que même les chaînes de télé nationales s'en emparaient. Moi, j'ai été très touché par l'exposition photo qui a été mise en scène par l'équipe d'animation, qui a permis à chaque résident de prendre un temps pour soi, de réfléchir à soi, de se projeter dans l'image qu'il souhaitait transmettre. Et j'ai été très touché par le résultat de cette expérience photo. Et donc, moi, deux choses qui, pour rebondir sur ce qui a été dit jusque-là, qui me surprennent dans ce qui a été dit ce matin. L'exemple du masque. Bon, moi, je trouve très bien ce qui a été fait, ça et là, de chercher à respecter le principe des règles sanitaires, tout en respectant l'humanité, quitte parfois à être un peu sur la limite. Je sais que je suis législateur, je ne devrais pas dire ça. Enfin, quand on est dans un EHPAD, c'est vrai que l'humanité, le bien-être des uns des autres, pour ce moment de la vie qui est encore de la vie, il doit être particulièrement respecté, et ce n'est pas le moment de dégrader ce qui est encore la vie. Et je trouve que ça a été fait avec intelligence, pas dans un non-respect effréné des gestes barrières, mais voilà, dans un équilibre qui a été bien réfléchi par l'équipe de soignants, et je tiens vraiment à les féliciter et à souligner ça. Et puis, je conclurai juste en réagissant sur les mots de la directrice de l'EHPAD et élève Ternavac, et j'espère qu'elle est fière de ma capacité à prononcer correctement son nom aujourd'hui. Pour un mot qu'elle a employé, verticalité, que je comprends bien dans la volonté de mettre les résidents debout, ou les habitants debout, pour reprendre vos vocabulaires, mais que je n'ai pas du tout senti dans le management. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est marquant. C'est une équipe de direction qui est avec les équipes, aux côtés des équipes, et qui n'est pas au-dessus des équipes, qui n'est pas en verticalité pour le coup. Et ça aussi, je pense que ça contribue largement au bien-être des uns des autres, aussi bien des soignants que des habitants dans l'EHPAD. Donc voilà, j'ai eu l'honneur de prendre une demi-journée pour visiter l'EHPAD. C'est de loin pas assez pour voir tout ce qui s'y fait, mais ça permet largement aussi de sentir l'état d'esprit et l'ambiance qui y règne. Et je peux vous assurer que l'humanité, on la ressent. Voilà, donc félicitations pour celles et ceux qui sont déjà engagés dans cette démarche et ceux qui voudraient s'y engager.
parce que je pense que ça a de quoi inspirer les dirigeants d'EHPAD et de quoi inspirer aussi les collectivités financeurs, peut-être pour accompagner les EHPAD dans ce genre de démarche. Moi, je pense que ce serait tout à fait intéressant que les collectivités se saisissent de ce label, ou en tout cas de l'exemple de ce label. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Schellenberger. On compte sur vous. On compte sur vous pour faire passer le message. Autour de la table, pendant cette conférence, il y a aussi votre collègue Madame Dubié. Il y a aussi Madame Firmin Lebaudot. On a d'autres députés qui ont souhaité faire partie de cette conférence. Et donc, si vous pouvez nous aider et aider les établissements, ce serait avec grand plaisir et on en a bien besoin, tous. Avec plaisir. Merci, monsieur. Merci. On va conclure cette séquence de présentation avec tout l'environnement médico-économique, parce que quand même, c'est aussi ça la démarche. Peut-être c'est Thomas, je crois, qui va réexpliquer la question de la démarche Humanitude comme un investissement. Écoutez, oui, avec plaisir. Merci pour ce temps de parole. Donc, nous, ce que nous avons voulu faire en termes d'analyse coût-bénéfice, c'est mesurer comment se passait l'évolution justement de la démarche. Donc, dans cette démarche, nous avons décrit une évolution que l'on voit sur la courbe de gauche du PowerPoint. Donc, tout d'abord, on observe une phase d'investissement, qui se traduit surtout en termes de capital humain, également sur d'autres démarches d'exploitation et investissement, mais surtout humain. Et on verra une deuxième phase qui bénéficie en fait de cet investissement, c'est une phase de retour sur investissement. Donc tout d'abord, cette première phase, c'est une phase d'appropriation des potentialités et des dimensions opérationnelles du label Humanitude. Cette phase est mise en place et s'est traduite par un effort humain très important en termes de formation surtout, et également d'accompagnement au changement. Donc tout d'abord, c'est un effort de formation qui s'est justifié par le changement de vision et le changement des méthodes et des soins d'accompagnement. Et en termes davantage budgétaires, on s'aperçoit que 80% des formations ont pu être dispensées dans la majorité des établissements observés les 2 premières années. Mais c'est également un effort d'accompagnement du changement organisationnel qui s'est traduit par la mise en place de traçabilité, d'une meilleure formalisation des procédures, entraînant plus d'efficacité de celles-ci, ainsi qu'à une augmentation des réunions et des groupes de travail qui ont été dédiés spécifiquement à ce projet-là. Alors, en termes budgétaires, il y a eu quelques financements ponctuels qui sont liés à la mise en place des CPOM des établissements, donc ces contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, qui sont les contrats signés avec les financeurs des établissements. Donc, quelques contrats ponctuels de ce côté-là, quelques financements également permis par des crédits non reconductibles émanant de l'ARS qui ont pu servir à financer une partie du projet, mais ce ne sont pas des financements pérennes à ce stade-là. Donc, c'était pour souligner le côté très volontaire de ces établissements pour gérer avec leur budget interne cette capacité à mettre en place cette démarche et à générer cet investissement très important sur cette première phase. On soulignera également que l'effort a été mené au niveau du plan de financement et cette adaptation des établissements au plan de financement où l'OPCO a pu prendre en charge ces formations-là, mais sur des formations spécifiques à la démarche Humanitude. Donc, on constate bien une véritable phase d'investissement à cet endroit-là. C'est celle qui a engagé le plus de ressources en vue d'augmenter l'efficacité de l'organisation en termes d'Humanitude. À cette première phase de démarrage de la démarche, on observe une deuxième phase qui est observée, où on est plus dans une phase de consolidation, où les équipes ont pu se souder, les salariés ont accepté d'adhérer à une nouvelle organisation qui porte des valeurs qui leur sont chères. La question de l'adaptation au changement a été largement contrebalancée par le gain humain en termes de travail fourni. À cette démarche, le travail a retrouvé du sens, celui de l'humain. Vous disiez, monsieur le député, tout à l'heure que les soignants ont le sourire. Ce que vous avez observé, c'est ce qu'on a observé également dans cette démarche de coût-bénéfice, c'est qu'effectivement, cette volonté des soignants de s'investir a été récompensée dans cette phase de consolidation en deuxième phase. Donnons quelques exemples non exhaustifs du retour sur investissement consenti en première phase, qui fait le lien avec l'introduction qui a pu être présentée tout à l'heure. Donc, en termes budgétaires, on s'aperçoit qu'on a une réduction très significative de l'absentéisme qui a vu le jour. Je parle en termes d'évolution.
En général, on s'aperçoit dans des études similaires que lorsqu'il y a des accompagnements du changement, lorsqu'il y a des petites révolutions organisationnelles, on s'aperçoit qu'on est plutôt sur une augmentation des taux d'absentéisme. Ici, à minima, le taux n'a pas évolué, mais on s'aperçoit qu'en moyenne, il a diminué. Donc, c'est plutôt très positif et ça corrobore le fait que le travail de l'humain a retrouvé son sens dans les établissements. On observe également une diminution des traitements antalgiques, des hypnotiques, des laxatifs, etc. Enfin, toute la prescription médicamenteuse, en moyenne, s'est retrouvée, enfin, les dépenses médicamenteuses ont été réduites. On observe également une diminution des dépenses de protection qui se justifie par une meilleure utilisation et des meilleures formations dans la démarche de nursing et de la façon de dispenser ces protections. Et on observe également une quasi-nullité des dépenses de contention, qui a une résonance avec ce qu'on a dit en phase d'introduction, où c'était un objectif justement de cette labellisation humanitude. Donc en conclusion, nous avons pu évaluer des coûts et des résultats directs, bien évidemment, ces quelques résultats non exhaustifs dont je vous fais part, mais à ceux-ci, ces coûts directs, n'oublions pas les coûts indirects qui s'ajoutent à la dimension incommensurable de tout le bénéfice qu'on a pu décrire dans ces diapositives avant de la démarche humanitude. Merci beaucoup Thomas. Et pour aller dans le sens de ces indicateurs, en fait, avec Sophie, on a pu rencontrer lors d'une visite ministérielle au Sequoia la ministre Madame Bourguignon. Et on a pu rencontrer à cette occasion aussi les équipes de l'ARS qui ont souhaité mener une étude sur les indicateurs des établissements du Grand Est. Alors Sophie, tu vas nous présenter ces résultats. Alors, suite à la visite donc, de Mme Bourguignon, la direction de l'autonomie du Grand Est dirigée par Mme Edith Christophe et du service et finances financières par Mme Caillet et M. Cassango, en fait, ont su nous sortir des indicateurs du système d'information Résid EHPAD concernant 3 établissements labellisés du Grand Est. Donc, il y a la Villa du Tertre, EHPAD privé commercial labellisé en 2016, la résidence du Parc à Saint-Germain-la-Vie et l'EHPAD public labellisé Humanitude en 2018, et l'EHPAD Le Sequoia, EHPAD public autonome labellisé depuis 2013. Et ils ont pu nous sortir en fait les indicateurs des années 2017, 2018, 2019 sur tout ce qui est RH, donc le taux d'absentéisme, le taux d'arrêt maladie court et longue durée, le taux d'arrêt pour maternité-paternité, les accidents du travail, les congés hors solde et tout ce qui est taux de rotation du personnel. Donc là, sur le diapo, nous avons décidé de vous montrer en fait le taux d'absentéisme, qui est aussi un des critères clés concernant la qualité de vie au travail, mais c'est également un indicateur qui est suivi avec le label Humanitude. Vous voyez dans les résultats de cette étude que la région Grand Est a une médiane qui tend chaque année à peu près vers 10,8 en moyenne, et les EHPAD labellisés ont une tendance inférieure par 2, voire même 3. Donc ces chiffres sont assez parlants par eux-mêmes, et ce qui est intéressant, c'est que pour tous les autres indicateurs RH, on a chaque fois cette tendance inférieure. Donc, en plus de cette étude qui était en lien aussi avec l'étude de la CNSA a souhaité investir d'autant plus et a demandé à la CNAM de continuer avec des indicateurs, mais cette fois-ci, qualité de vie des personnes accompagnées. Donc là, nous attendons que la CNAM puisse nous sortir les indicateurs sur tout ce qui est consommation de psychotropes, les neuroleptiques et les journées d'hospitalisation, pour donner encore de la plus-value à ce retour d'expérience et à ces indicateurs au niveau RH du Grand Est. Merci beaucoup, Sophie. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Peut-être, Élise, présenter les 3 propositions qui sont dans le rapport de l'étude, qui sont des propositions d'ouverture sur ce qu'on rêve tous de voir déployer. Puisqu'on défend, nous, au niveau d'Assimvi, déjà depuis longtemps, et ce qui ressort là, enfin, ce qu'on souhaiterait, c'est que les formations initiales puissent intégrer ces enseignements. Ça paraît inéquitable que certains professionnels puissent bénéficier de ces techniques et pas d'autres. Donc, que ces formations initiales soient en accord avec ce qu'après, on va pouvoir
apprendre sur le terrain et qu'on puisse l'apprendre dès le début d'une carrière. La deuxième proposition, ce serait de reconnaître ce label qui est assez difficile avec de nombreux indicateurs, qu'il soit reconnu dans les évaluations internes et externes, parce que le risque, c'est que les établissements aient trop d'évaluations à faire et soient découragés d'avance. Donc, tout le travail qui est fait autour du label puisse être reconnu dans le cadre des évaluations internes et externes par une équivalence, par exemple. Une troisième proposition que nous souhaiterions faire, ce serait d'inviter les pouvoirs publics à interroger leur mode de tarification pour reconnaître, plutôt qu'aujourd'hui de pénaliser par un système de GMP pathos, reconnaître les efforts que font ces établissements, puisque les conséquences sont souvent une réduction de la dépendance et de cette cotation, qui fait que les dotations vont forcément être réduites en corrélation avec cette réduction de cotation de la dépendance. Merci beaucoup, Élise. Il y a Madame Dubié, qui est députée, qui souhaitait réagir. Oui, merci beaucoup, Annie. Merci de cette invitation. Très rapidement, vous dire tout le soutien que j'apporte à cette démarche Humanitude, non seulement en tant que parlementaire, mais aussi en tant qu'ancienne directrice d'EHPAD, puisque je l'ai été pendant 10 ans et que j'ai eu l'occasion de pratiquer et de mettre en place dans l'établissement que je dirigeais ce concept d'humanitude. J'ai pu en apprécier tous les effets auprès des équipes, le bien-être que ça a procuré aux résidents, mais surtout combien au niveau des équipes ça donne du sens au travail au quotidien. Voilà, c'est ce témoignage que je voulais vous dire. J'ai eu le plaisir de retrouver Rosette lors de la remise du label Humanitude à l'établissement La Madone à Lourdes. Et c'était un beau moment de partage. Et donc, pour conclure, vous dire qu'en tant que parlementaire, comme l'a fait mon collègue Cheyenne Berger, vous pouvez compter sur nous. Et si nous avons la chance de voir enfin arriver cette grande loi que nous attendons tous, sachez que nous serons quelques-uns à porter vos 3 propositions parce qu'elles sont nécessaires, mais elles sont surtout, j'ai envie de dire, c'est le bon sens qui revient au sein de nos pratiques professionnelles et la bienveillance, l'attention à l'autre et pouvoir rester debout jusqu'au bout. En tout cas, c'est ces messages-là que nous ferons passer à l'Assemblée nationale. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame, et nous on vous enverra tous les rapports, les dossiers, et vous verrez qu'ils sont aussi en lien avec ce qu'on voulait dire aussi un petit peu juste après, c'est que les derniers rapport Libault, l'apport Mcomri, le Sénat en avril dernier et l'EHPAD du futur qui vient de sortir, tout s'aligne en fait, et donc tout vient vous alimenter pour essayer de déployer cette démarche et de vous donner du grain à moudre pour justifier et soutenir cette démarche. En tout cas, on va tous vous les envoyer pour que vous les ayez avec vous pour pouvoir alimenter vos travaux en tout cas. Merci à vous, Madame. Et avant de laisser la parole aux questions, on a justement l'intervention de Yves sur les perspectives d'études et sur ce que le label Humanitude lui évoque. Alors, bonjour à tous, je vais partager mon écran, donc j'espère que tout va marcher. Je partage. J'arrête le bien. Voilà. Je partage mon écran et j'optimise tout ça et ça sera vite fait. Voilà. Donc, et là, je vais me mettre en affichage présentateur. Voilà. Alors, au Japon, le développement d'Humanitude est soutenu aujourd'hui par une très grande association, la Japan Humanitude Association, JUMA, qui est présidée par le professeur Miwako Honda, qui est gériatre et chef du service de médecine aiguë du Tokyo Medical Center. Elle est venue il y a 9 ans, nous l'avons accueillie en France. Elle a constaté les résultats de l'Humanitude en visitant plein d'établissements avec Rosette et moi.
Puis ensuite, elle a visité des établissements labellisés et elle a pensé qu'il fallait introduire l'humanitude parce que son pays en avait vraiment besoin dans tous les soins japonais. Alors aujourd'hui, l'humanitude au Japon, c'est entre 50 à 70 conférences académiques universitaires par an, ce qui est quand même considérable. Et c'est aussi le soutien de l'association à un projet très important de la recherche. La recherche au Japon est extrêmement développée. Le CREST, c'est un projet d'État avec un budget de 5 millions d'euros sur 5 ans, 5 équipes universitaires avec lesquelles je travaille au quotidien. Et on travaille sur le renouvellement sur 3 ans qui est en cours. Le but, c'est d'étudier réellement l'humanitude et de mesurer scientifiquement tous les impacts, toutes les données sur le cerveau et toutes les conséquences de l'utilisation de l'humanitude. Alors tout ça, ça a provoqué des dizaines et des dizaines de publications scientifiques de plus haut niveau, comme le dernier en cours, là, qui est sorti la semaine dernière, c'est l'humanitude comme base des data modèles pour créer des robots qui puissent assister les soignants lors de soins difficiles. Alors ça peut paraître très éloigné de l'humanitude, mais n'oublions pas que comme le téléphone, tout cela, ce sont que des outils. Et puis aussi, on en parlait tout à l'heure, Élise, eh bien, voilà, nous, on fait de la recherche sur la formation des médecins dans 5 universités de médecine, et sur 6 années, et on est aujourd'hui à la formation des spécialistes, ceux qui ont Bac plus 8, et qui veulent continuer en améliorant la clinique. On a des papiers sur toutes ces améliorations, et c'est vraiment très, très positif. La même chose sur les soins dentaires. Lorsque les dentistes ont à travailler sur des bouches qui ne veulent pas s'ouvrir et qui vous crachent à la figure, eh bien, l'empathie développée par l'humanitude, les outils permettent de résoudre énormément de problèmes. En soins infirmiers, on mène une recherche sur 7 années en université de soins infirmiers à Toyama pour adopter l'humanitude comme philosophie directrice sur les 4 années d'études en soins infirmiers. C'est officiellement approuvé par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Enfin, il y a aussi une ville au Japon, ça c'est un projet assez unique, 1,5 million d'habitants, voilà, où familles, aidants, soignants, les élèves dans les écoles, les pompiers, etc., essayent de fabriquer une ville amie des déments, comme ils disent. Et puis, bon, on vient de parler du label, alors le label. Alors le label à la française, je crois sur un plan mondial, c'est presque, puisque je voyage énormément, je connais plus de 15 pays, c'est presque un Graal inaccessible. L'excellence du travail qui est fait nous place très certainement au summum de ce que les Japonais appellent le Fujiyama des soins. Alors pour l'instant, à défaut de Jeux Olympiques, comme je vous le marque avec un peu d'humour, eh bien on va créer des médailles, ce que nous n'avons pas voulu pour la France. Et donc on espère que d'ici 1 an, on aura un premier label de bronze. Et on est encore très très loin de la qualité des soins que l'on peut observer en France, dans toute l'Asie en fait, puisqu'il y a encore beaucoup de chambres communes et qu'on voit encore des établissements. Et là, c'est le vendredi. Et le bain, c'est le vendredi 50 par 50. Ça existe encore. Alors, je vais vous montrer un petit film que mon ira vous expliquer ça. Donc, voilà, c'est un film qui est fait par la télévision nationale. Et il y a eu environ une vingtaine d'émissions qui ont été faites par la NHK et par toutes les grandes télévisions. Les Japonais sont extrêmement souteneurs du regard, de la parole, du toucher. Et ils nous accompagnent. Et là, on a donc des appareils qui montrent réellement la qualité professionnelle. Là, on est sur des mannequins, vous voyez, et on travaille dans tous les domaines. On étudie le cerveau, avec l'institut japonais du cerveau pour voir qu'est-ce qui se passe quand on pratique l'humanitude. Et on est en train de découvrir de belles choses. Voilà. Alors, le but du jeu, c'est mon ami le professeur Nakazawa. On essaye de mesurer et on s'aperçoit que, par exemple, et là, c'est mon ami Kurazume avec qui on développe quelque chose d'assez extraordinaire que vous allez voir tout à l'heure. L'université de Kyushu. On étudie le toucher avec lui. Voilà. Et toucher, comment toucher, à quelle fréquence, quelle zone. Sato Wataru, qui est donc spécialiste des émotions au Japon, le plus grand spécialiste. On essaie de comprendre ce qui se passe lorsqu'on utilise l'humanitude au niveau du cerveau, quelles sont les zones qui sont touchées, comment les hormones se déclenchent. Enfin, on est vraiment dans une approche extrêmement scientifique et c'est absolument passionnant ce qui se passe.
Et là, on est donc sur l'application pratique avec Miwako Honda, où on a fait des recherches un peu dans tous les domaines. On a par exemple en réanimation trouvé qu'on baissait les déliriums de plus de 5 fois, ce qui est absolument gigantesque, ça fait beaucoup de morts en moins. Et donc, il y a énormément d'études qui sont sorties sur le burn-out, sur les familles, sur les impacts de l'humanitude. En fait, tout ce qui se passe, et là, c'est les pompiers qu'on forme, les urgences, les urgentistes. Alors, quand on dit on n'a pas le temps de pratiquer, donc on développe des outils qui vont nous permettre d'améliorer notre propre technique. Voilà. Des effets plus humaines, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, en tout cas, et la technique va nous aider. Alors là, je suis en train d'être mesuré pour fournir les datas des bonnes techniques. Voilà, parce qu'il faut alimenter l'ordinateur pour savoir qu'est-ce que c'est qu'un bon coucher, qu'est-ce que c'est qu'un bon regard. Aussi, alors là, c'est absolument superbe. Un premier simulateur relationnel dans une relation de rappel. Voilà, eh ben, ça veut dire que je vous quitte. Et qui m'avertit lorsque je n'ai plus de communication multimodale. Et maintenant, on a intégré les 3 piliers. Ça y est, c'est fait depuis la semaine dernière. Et lorsque je ne regarde plus pendant 3 secondes, eh bien, j'ai à ce moment-là un avertissement qui se produit, voilà, et qui va me permettre d'améliorer ma technique. J'ai arrêté de partager, ouais, c'est bon. Alors écoutez, avec ces outils-là, c'est affreux de montrer ça peut-être, mais je constate quelque chose. On améliore, une infirmière que l'on forme ou un médecin que l'on forme améliore sa communication de 25 fois. 25 fois plus qu'avant. Donc, je m'entraîne pour améliorer la mienne, ce qui va me permettre de me taire. Et je peux vous dire que le travail que vous avez fait dans ces EHPAD en France, je vous assure, je le dis le plus humblement du monde, c'est un modèle mondial que je n'ai jamais vu ni approché ailleurs. Les résultats sont absolument incroyables. Et il faudrait vraiment un soutien, et merci Madame Dubier de ce que vous avez dit. Et au Japon, dans l'association, il y a des députés, il y a des sénateurs qui nous soutiennent. Bien évidemment, on a besoin de tout le monde. Voilà, j'espère qu'on a... Ça s'appelle l'humanitude Do, la voie de l'humanitude comme le judo et le karaté. Est-ce que peut-être Madame de Bellex de l'APM, est-ce que Madame Bodesco du Figaro, est-ce que Madame Rivecchio qui est journaliste en santé, est-ce que Jean-Christophe Martineau sont encore là? Si vous voulez nous poser quelques questions, il faut réactiver votre micro. Est-ce qu'on a des questions qui vont être posées? Bonjour, Lydie Ouatremet pour Bonjour Lydie. Spimedia. J'avais une petite précision par rapport donc effectivement la conclusion du retour d'expérience, c'est que finalement les établissements Humanitude se sont mieux sortis de la crise, ont été plus aptes à mettre des solutions de rechange pour essayer de maintenir tous les principes. Est-ce que vous poursuivez l'étude aujourd'hui ou est-ce que finalement vous gardez juste le rapport avec les conclusions de la première crise? Il y avait 2 questions. La première, c'est est-ce que finalement le label Humanitude, ça a été véritablement le moyen de mieux s'en sortir dans la crise? Et la deuxième question, c'est est-ce que l'étude se poursuit? Alors, avant peut-être de laisser la parole à beaucoup de professionnels qui sont autour de la table et qui sont labellisés ou qui sont engagés et qui sont présents aujourd'hui, moi, je voulais juste vous dire que côté études, on continue. Bien évidemment, on va exploiter les résultats de cette étude pour les transmettre et venir en ressources des établissements.
mais on travaille avec les équipes de la CNSA, avec d'autres chercheurs, à essayer de trouver le moyen de déployer ces études, ne serait-ce que sur d'autres régions en France, et essayer d'aller plus loin dans la connaissance des impacts de l'humanitude. Donc, c'est une grosse première pierre, mais c'est une première pierre. Et est-ce que le label a été, est-ce que la démarche Humanitude a été un moyen de s'en sortir? On va peut-être laisser la parole à notre présidente, à Élise. Merci. Moi, je suis convaincue qu'effectivement, on est mieux étayé pour répondre à ce genre de crise. Alors, il y a plusieurs raisons. On a tous une méthode de management participatif. Donc ça, il n'y a pas forcément besoin de cette philosophie pour l'avoir. Mais il était clair que dans cette gestion de crise, c'était primordial. Et puis, on a tous cherché à faire en sorte que les droits des personnes soient respectés et leur état de santé maintenu. Et ça nous a fait prendre des décisions qui parfois allaient à l'encontre du confinement. Donc, on a cherché à trouver ces astuces-là et on ne s'est pas cantonné à dire, eh ben, on nous oblige à fermer, on ferme, on nous oblige, par exemple, confiner les personnes dans leur logement. Pour ma part, ils avaient le droit de sortir pour aller marcher. Donc, forcément, ce n'est pas la même vie, quoi. Après, on n'a pas tous été égaux dans cette crise puisqu'on n'a pas été tous touchés de la même façon. Et ça change beaucoup de choses aussi. Mais oui, c'est sûr que de rentrer dans cette démarche de label et d'avoir ces principes-là en tête font qu'on gère les choses bien différemment. Et si je peux me permettre de rajouter juste un petit point qui va dans la droite ligne de tout ce qui vient d'être dit, je confirme d'autant plus le fait que le label et la démarche Humanitude a beaucoup aidé en temps de crise. Bon, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais le temps gagné à ne pas devoir se justifier et à expliquer aux agents l'importance des actes gratuits, l'importance de devoir continuer à prendre le temps, même en confinement en chambre, de les maintenir et de les encourager à la verticalité, c'était vraiment un temps précieux. En termes de management, on a vraiment cette valeur ajoutée qui est de gagner du temps, de ne pas avoir à se justifier en permanence sur le bien fondé de ce qui est demandé aux agents. Tout le monde, c'est vraiment on dirait dans une entreprise, une culture d'entreprise. Alors, on peut aussi appeler ça culture d'établissement en EHPAD, mais c'est vraiment un état d'esprit qui est partagé par tous les agents, quel que soit le service. Et vraiment, ça, c'était vraiment très précieux pour la gestion de crise. Et puis, comme l'a dit Yves, côté études, on ne lâche rien, y compris à l'international. Hein. Vous avez vu au Japon, et tout ce qui se fait à l'international va venir étayer ce qui se fera évidemment chez nous aussi. Moi, je crois qu'il y a l'organisationnel, tel que vous l'avez fait, qui est absolument extraordinaire. Et puis, il y a la technique pure qui nous a montré au Japon, par exemple, qu'en réanimation, on travaille toujours avec des masques. Donc, on est complètement dans un Covid permanent, en quelque sorte. On a réussi à faire baisser le nombre de délirium, ça tue, c'est le syndrome de glissement, par 5 fois. Et c'est une étude scientifique qui a été publiée aux États-Unis. On a fait, donc, la technique elle-même, même masquée, etc., permet de garder les gens avec nous, tout simplement. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou d'autres réactions? Maintenant, on est ouvert. Il y a pas mal de questions concernant les associations de famille sur les contraintes et sur le fait qu'elles vivent encore avec beaucoup de familles vivent des situations de fermeture encore des établissements. Donc, la réaction face à cette réalité-là, c'est vrai que nous, ce qu'on explique souvent, c'est à quel point justement on essaye de déployer les formations partout, hein, dans tous les établissements qui le souhaitent pour les aider à s'ouvrir, et que l'ouverture sur l'extérieur et le soutien des visites des familles fait partie des critères, hein, du label, qui est évalué, qui est réévalué tous les ans et avec une visite de suivi
Alors, c'est vrai que même pendant la crise, là, Sophie, tu ne me contrediras pas, il y a eu 2 nouveaux labellisés pendant la crise et un renouvellement de label à Nice. Donc, même pendant la crise, on peut réussir, mais c'est vrai que, comme le disent les directeurs, vous n'allez pas faire évoluer une culture d'établissement en 2 temps, 3 mouvements. Et pendant une crise, c'est très compliqué. Donc, les choses vont s'installer, mais tout doucement. Et elles s'installeront aussi avec les associations de familles, c'est évident. Il y a une autre question sur à quand une formation en humanitude pour les services d'aide à domicile. Alors, bonne nouvelle, il y en a déjà. Et il suffit de se rapprocher de l'Institut Gineste Marescotti de votre région, qui est visible sur le site humanitude.fr, et puis vous pourrez trouver des solutions pour former les services à domicile aussi. Alors, je sais qu'Assum'Vie, avec Sophie, avec toute l'équipe d'Assum'Vie, ils travaillent à l'adaptation du label pour le domicile aussi. Alors, peut-être fin d'année, peut-être, on verra. J'avais aussi une question sur le coût du label. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Peut-être Élise? Alors, le coût du label, il y a d'abord le coût des formations qui dépend de ce qu'on choisit, puisqu'il y a plusieurs types de formations. Il y a la philosophie de base, et on en a parlé tout à l'heure. Il y a la restauration, la vie sociale. Et puis après, on peut entretenir aussi par des formations sur les manutentions relationnelles, etc. Donc, il y a déjà ce coût de formation-là. Et puis, concernant le label, c'est une démarche sur laquelle on s'engage sur 5 ans et elle coûte 5 000 €. Elle intègre les visiteurs au démarrage, les auto-évaluations en CODEA qui sont analysées par les IGM, et deux visites de visiteurs, en fait, puisqu'il y a une visite au démarrage du label, hein, qui valide ou pas le label, et une visite de suivi, puisque au cours des 5 ans, on estime qu'il faut quand même vérifier que les indicateurs et les pratiques restent de bon niveau. Et puis, en parallèle, on demande aussi un accompagnement des IGM pour que le COPIL fonctionne et que les analyses des auto-évaluations soient faites par les IGM régionaux. Donc, c'est un coût de 5 000 € sur 5 ans. Et avec ces coûts d'analyse annuelle et de restitution et de soutien du comité de pilotage en formation chaque année. Voilà. Voilà, est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions? Là, j'ai essayé de regarder toutes les questions qui avaient été posées. Ou d'autres réactions, d'autres interventions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Je ne sais pas. Voilà, Bernadette Jardias du collectif EHPAD Famille 42. Et évidemment, vous nous faites rêver, hein, parce que tous les témoignages que nous recevons sont tellement loin de toute cette humanité. Et que faire quand on n'a pas le droit, nous, familles, de toucher nos proches parce que nous sommes surveillés lors des visites? Dans l'EHPAD où est ma mère, le plexiglas a été enlevé le 20 mai. Voilà. Donc, comment faire? Parce que là, effectivement, le toucher nous est interdit, le regard compliqué avec le masque. Et nous sommes bien démunis parce que si nous n'acceptons pas les consignes très strictes, alors nous ne remettons pas en question les mesures barrières, mais quand même depuis plus d'1 an que nous n'avons pas pu toucher nos proches, que leur serrer la main serait quand même bienvenu, et je pèse mes mots. Comment faire? Parce qu'il est bien dit dans les notes que nous recevons que si nous enfreignions quoi que ce soit, les visites nous seraient interdites. Alors, vous touchez, enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou veut réagir. Oui, rajouter, une famille nous a téléphoné hier, elle a reçu un mot de la direction qui a dit que les résidents au Cantou étaient très agités depuis la visite des familles, donc ils allaient revoir le protocole des familles.
Ouais. Alors, pour le coup, là, le dernier point pose question. On peut imaginer qu'il y a des établissements qui se sont enfermés un peu dans cette logique de confinement et du coup, au même titre que des comportements de télétravail, les gens vont rester un peu dans le télétravail. Enfin, l'isolement, ça peut être compliqué d'en sortir. Après, on voit bien qu'on a des philosophies différentes et des concepts différents et des établissements qui veulent être fermés. Il y en a beaucoup, j'en tiens pour preuve les digicodes à l'entrée. Beaucoup de nouveaux établissements sont construits avec ça et en plus sont validés par les ARS. Si les ARS sont encore présentes, la peuvent entendre. C'est illégal de faire ça. Donc, si on n'a pas des principes forts de société qui disent qu'on doit accepter que les gens âgés puissent aller dans nos villes et qu'on doit les réorienter parce qu'on affirme que le principe de l'ouverture, c'est important, si la société ne réagit pas avec nous, ça va être compliqué. Et après, de votre témoignage, c'est délicat parce qu'on voit bien que l'impact de la philosophie du directeur, la culture de l'établissement a un poids fort. Qu'au-delà du fait qu'on n'ait pas été touché de la même façon, c'est-à-dire qu'un établissement qui a encore des clusters ou qui a encore des cas pourrait être légitime d'avoir des restrictions un peu plus fortes que les autres. Mais ce que vous dites, c'est une optique, un point de vue, et c'est vrai qu'on nous, on le partage pas. Et à part choisir son établissement au départ en connaissance de tout ça, ou essayer de discuter dans le cadre des instances et c'est très compliqué, quoi. C'est pas au moment de la gestion de crise que les choses vont évoluer. Maintenant, il ne faut pas hésiter à continuer à demander. Je pense que de défendre l'idée que le toucher est important, ça peut faire changer les choses aussi et ça peut faire évoluer les restrictions. Mais y compris moi, dans mon établissement, j'affiche encore le 1 mètre de distance, et choses comme ça. Après, j'ai réautorisé les visites en chambre et en logement et j'ai demandé au personnel absolument de ne pas faire de flicage ou sur ni le port du masque, ni le toucher. Mais c'est vrai qu'on est aussi contraints, nous, dans notre pratique, de vous obliger ces mesures barrières. Il y avait une autre témoignage de M. Leger. Oui, bonjour Annie, merci de me donner la parole. Bon, bien entendu, je confirme totalement, avec tous les mails que nous recevons, ce qui vient d'être dit par le collectif 42, je représente la FNAPAF. Ce que nous dénonçons, évidemment, encore une fois, c'est le double langage des politiques qui, le 12 mai au soir, décrètent que le lendemain, on ouvrira, et puis qui font que dans les textes de leur propre ministère, en fait, les consignes restent encore trop restrictives. Il y a donc une certaine incohérence entre tout ça. À propos de l'humanitude, qui nous intéresse évidemment beaucoup, j'espère que dans la future loi grand âge, dont Olivier Véran aurait dit hier qu'elle pourrait être sortie dans le courant de cet été, enfin, nous n'y croyons guère, mais bon, attendons toujours. Quand même, une tendance justement au traitement de nos anciens, suivant les principes de l'implénitude, pourrait peut-être être introduite parce que nous ne sommes pas persuadés que l'augmentation des effectifs au chevet, comme disait Monique Iborra, des résidents et des changements d'architecture de nos EHPAD futurs modifiera considérablement en fait le bien-être et le confort de nos anciens et de nous-mêmes, parce que nous sommes au bord d'entrer dans ces établissements, n'est-ce pas? Et donc, il y a vraiment une nécessité de promouvoir ce label humanitude, et je me demandais comment faire pour pousser un petit peu les feux dans ce sens-là. Bon, comme le rappelait Yves Gineste aujourd'hui, bon, nous avons cet exemple japonais. Bon, à prendre évidemment avec une certaine considération, je dirais, parce que bon, le Japon vit et connaît des difficultés que nous n'avons pas encore, mais voilà, l'humanitude, c'est quelque chose qui nous intéresse fort. Bon,
Je me souviens très bien lors d'une dernière assemblée de Vélib où tu étais venu faire cette conférence où des gens avaient été extrêmement intéressés, voire même surpris par tout ce que peut apporter cette humanitude. Donc voilà, comment promouvoir l'humanitude? C'est notre grande question. En tout cas, merci beaucoup de nous poser la question déjà. On va vous accueillir avec nous dans l'association, j'imagine. En tout cas, dans les statuts de l'association, il y a une place évidemment pour les associations de famille et pour réfléchir ensemble à la meilleure manière de communiquer. Vous voyez, c'est une des premières fois qu'on fait une conférence de presse qui présente les résultats d'une étude, mais tous les ans, on fait notre colloque annuel sur les approches non médicamenteuses où le soir, on vous invite tous à venir voir et à entendre. Mais peut-être qu'une des grandes forces, ce sera de vous rapprocher des labellisés de votre territoire, des structures engagées sur votre territoire pour réfléchir ensemble à la meilleure manière de communiquer sur vos territoires et faire remonter les choses. C'est une des premières fois, je pense que Rosette et Yves, on est là, on se connaît depuis bien longtemps, c'est une des premières fois qu'on a autant de retours sur une étude, autant de retours et de témoignages d'élus sur une étude d'impact. Donc, on peut espérer que les choses vont peut-être commencer à bouger, mais on ne sera pas trop à être nombreux à s'y coller. Donc, restons en lien, restons ensemble et réfléchissons ensemble, avec plaisir. Je crois que Bernard Pradine veut parler. Absolument, Bernard. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Bonjour à mes amis. Alors, je voulais juste réagir à ces problématiques de conflit bien compréhensifs entre essentiellement les directions et les salariés des EHPAD d'une part, et d'autre part les familles autour de la proximité souhaitable, bien entendu, vis-à-vis des habitants, puisqu'il ne faut plus dire que, comme dans ma génération résident, j'ai compris, je dis donc habitants. Bien. Alors, je pense qu'il arrive peut-être un moment, le temps passant, où les rapports deviennent particulièrement difficiles et où il n'y a plus, je dirais, vraiment d'avancée en termes de simples relations duelles. Et dans ces cas-là, je fais partie des personnes qui ont été désignées par, d'une part, le directeur de l'ARS régionale, d'autre part, la préfète de mon département, et enfin le président du conseil départemental, comme personnes dites qualifiées. Il en existe en principe dans tous les départements de France. Ces personnes-là sont généralement, comme moi, d'anciens professionnels et qui ont en principe, au départ, dans l'arrêté de désignation, la mission de défendre le droit des résidents, puisqu'on était là sur l'ancien vocabulaire, ou de leurs représentants, c'est-à-dire en l'occurrence les tuteurs, les curateurs ou les familles dans certaines conditions. Bien. Et puis, les choses ont un peu évolué et une deuxième mission encore différente a été introduite qui est celle d'une médiation. Alors, pour avoir pratiqué donc cet exercice, dans peu de cas il est vrai, dès lors que je pense que cette initiative est mal connue actuellement encore, il me semble que comprenant les problématiques d'une part des établissements et d'autre part des familles, pour avoir été soi-même famille, et généralement les anciens professionnels ont été aussi des familles de personnes à domicile ou en établissement, du fait d'une certaine compréhension et connaissance des problèmes, connaissance de la loi, alors dans laquelle il faut toujours se perfectionner, hein. Il me semble que ça peut rendre service. Alors, il faut savoir aussi que l'espace éthique, au moins en Occitanie, l'espace éthique régional, a aussi créé une sorte d'institution médiatrice également. Voilà, je m'en tiens là. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va... Et je vous invite tous à lire les tribunes de Bernard sur hvillage.com, sur hvillage pro, sur les différents sites où il intervient aussi, Bernard Pradine. N'hésitez pas,
Voilà, ce sont des réflexions et des propositions qui sont des ressources quand vous avez à vivre des situations compliquées. Donc, on va se quitter là. On n'est pas, la vie n'est pas finie, hein, loin de là. On sait qu'on est au début du chemin. Assum'Vie va fêter ses 10 ans cette année. On est à presque 30 labellisés aujourd'hui, des établissements de toute taille, de tout statut. Donc, on est au début. On n'en est qu'au début du chemin, mais il avance tout doucement, mais sûrement avec vous. Et voilà, je voulais vraiment, vraiment remercier très fort tous les intervenants, notamment les auteurs, les directeurs et les professionnels de terrain qui ont mis du cœur à l'ouvrage à vous préparer cette conférence et tous ces témoignages. Un grand merci aux consultants qui ont mené les études, un grand merci aux financeurs, à la CNSA, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au soutien de l'Agence régionale de santé Grand Est. On espère qu'elle sera rejointe par plein d'autres agences pour mener ces études-là aussi et faire passer les messages. Voilà, nous vous donnons rendez-vous sur nos sites internet respectifs, sur le site du label Humanitude, et puis au plus tard à notre colloque annuel sur les approches non médicamenteuses avec Age Village. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne et surtout, si je l'ai fait, je vous prie de m'en excuser. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. En tout cas, tous les rapports qui vous ont été présentés vont être mis en ligne. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup.